Gravir l'Annapurna est déjà une condamnation à mort pour un grimpeur sur 3 qui tente l'ascension. Avalanches, chutes de glace et tempêtes qui surgissent sans avertissement. Mais certains alpinistes rendent cette montagne encore plus dangereuse en enfreignant les règles conçues pour protéger tout le monde sur la montagne. Imaginez louer un hélicoptère pour sauter les sections les plus dangereuses tout en revendiquant une ascension pure. Imaginez acheter des permis pour des sommets plus faciles, puis grimper secrètement l'Annapurna à la place. Imaginez fabriquer des photos de sommets pour revendiquer des victoires que vous n'avez jamais méritées. Et imaginez des compagnies mentant systématiquement sur les qualifications de leurs clients pour réserver des grimpeurs inexpérimentés sur la montagne la plus meurtrière du monde. Ce ne sont pas de simples expéditions d'alpinisme. Ce sont des cambriolages sophistiqués où le butin n'est pas l'argent, c'est la gloire imméritée. Et le véhicule de fuite est un réseau de mensonges, de permis corrompus et de défaillances réglementaires. Et l'Annapurna, la déesse des récoltes, la montagne qui a tué plus d'alpinistes que n'importe quel autre sommet de 8000 mètres, elle regarde. Et elle n'oublie jamais un raccourci. En mai 2019, Maxime Charbonneau atteignit le camp 3 sur l'arête nord-ouest de l'Annapurna, perché à 6500 mètres dans l'entrée de la zone de la mort notoire. La plupart des grimpeurs présents se préparaient pour la poussée brutale de 36 heures à travers un terrain d'avalanche vers le camp 4. Charbonneau, lui, il coordonnait avec une compagnie d'hélicoptères privés pour contourner toute la section et atterrir directement à 7200 mètres, sautant les 700 mètres verticaux les plus dangereux de la route. Des témoins observaient la scène avec une équipe Sherpa qui montait traditionnellement. Son plan était de filmer depuis l'hélicoptère pendant que son équipe terminait l'ascension à pied, créant ce qu'il appelait son angle unique de perspective. Les spectateurs furent stupéfaits. Personne n'avait entendu parler d'un grimpeur demandant un transport héliporté en pleine route sur un sommet de 8000 mètres pendant une poussée active vers le sommet. Et c'était là le problème. Le département du tourisme du Népal interdit explicitement l'escalade assistée par hélicoptère sur les routes autorisées. Les règlements stipulent que tous les grimpeurs doivent monter via leur route enregistrée en utilisant uniquement la force humaine, à l'exception des évacuations d'urgence. Charbonneau ne viola pas seulement les conditions du permis. Il tenta d'organiser un vol de transport commercial via l'autorité de l'aviation civile du Népal sans le déclarer comme une évacuation, mentant effectivement à 2 départements gouvernementaux simultanément. Les responsables du ministère du Tourisme du Népal qualifièrent cela de violation claire de l'éthique de l'alpinisme et des conditions du permis. La compagnie d'hélicoptères reçut une suspension opérationnelle de 30 jours. Charbonneau reçut une interdiction d'escalade de 5 ans au Népal et on lui ordonna de quitter le camp de base immédiatement. Le porte-parole officiel déclara que de telles actions compromettent l'intégrité de l'alpinisme himalayen. Mais pour Charbonneau, il ne s'agissait pas de sécurité ou de préoccupations météorologiques. Il s'agissait de contenu. Il avait promis à ses sponsors, une compagnie française de boissons énergétiques et une marque de vêtements techniques, des images du sommet à une date précise pour coïncider avec le lancement d'un produit. L'ascension prenait plus de temps que son calendrier de 14 jours ne le permettait. Dans un monde où chaque sommet himalayen ressemble au même sur Instagram, même drapeau de prière, même selfie épuisé, angles héliportés serait son cliché de perspective unique. Filmé au-dessus de la route pendant que son équipe Sherpa terminait l'ascension traditionnellement. Et il se démarqua effectivement, juste pas de la manière qu'il aurait pu espérer. L'incident devint viral. Les forums d'escalade français comme Camp2Camp et le subreddit Air Alpinisme s'enflammèrent de débats. Certains appelèrent cela une gestion pragmatique des risques à une époque où les morts en escalade ne servent personne. D'autres appelèrent cela la colonisation corporative des montagnes sacrées, où les influenceurs traitent les sommets de 8000 mètres comme des studios photos. Quoi qu'il en soit, une chose était claire. Le plan d'hélicoptère de Charbonneau franchit plus que les simples règlements de l'espace aérien népalais. Il franchit une ligne. Mais Charbonneau n'était pas le seul à chercher des raccourcis. Ce qu'il tenta ouvertement, d'autres le faisaient discrètement, s'en sortaient impunément. En avril 2021, 12 grimpeurs internationaux, allemands, américains et australiens,
arrivèrent au camp de base de l'Annapurna portant des permis officiels du département du tourisme du Népal. La plupart des équipes d'expédition présentes se préparaient pour les routes traîtresses de l'Annapurna 1. Ces 12-là, ils portaient des permis pour le Dholagiri 1, la 7e plus haute montagne du monde, située 34 km à l'ouest. Ils installèrent des tentes, organisèrent des rotations d'équipements et planifièrent des itinéraires d'acclimatation. Tout pour l'Annapurna, pas le Dholagiri. Des grimpeurs vétérans au camp de base furent stupéfaits. Personne n'avait vu des grimpeurs s'installer ouvertement pour une montagne tout en détenant des permis pour un sommet entièrement différent. Et c'était là le problème. Le système de permis du Népal facture des frais différents selon la difficulté des sommets et les taux de mortalité. Les permis Dholagiri coûtent $1 800 par personne. Les permis Annapurna coûtent également $1 800, mais le quota de permis de l'Annapurna est souvent complet, créant un marché noir. Summit Nepal Expeditions n'acheta pas les mauvais permis par erreur. Ils achetèrent délibérément des permis Dholagiri disponibles, qui avaient de la disponibilité, tout en planifiant des ascensions de l'Annapurna depuis le début, s'épargnant les tracas des listes d'attente et sécurisant potentiellement des connexions gouvernementales. Les responsables du département du tourisme qualifièrent cela de fraude administrative et mise en danger de la coordination des secours. Si un sauvetage était nécessaire, les équipes d'hélicoptères seraient dépêchées vers la mauvaise montagne. Une enquête fut annoncée. Les permis de Summit Nepal furent révoqués. La compagnie fut condamnée à une amende de 500 000 roupies népalaises, $4 200. Ranesh Silwal prétendit qu'il s'agissait d'une erreur de paperasse commise par un nouveau directeur de bureau. Mais pour Summit Nepal Expedition, il ne s'agissait pas d'erreur de paperasse. Il s'agissait de compétition sur le marché et de marge. Avec des compagnies établies facturant plus de $50 000 pour l'Annapurna, le prix de $38 000 de Summit Nepal n'était rentable que s'il coupait les coins quelque part. La fraude au permis leur épargna de gérer les créneaux de permis limités de l'Annapurna et leur donna la flexibilité de déplacer les clients entre les sommets selon la météo et les conditions. Dans un monde où les clients vérifient rarement les détails des permis et veulent juste des photos de sommets pour leur feed Instagram, c'était leur manière de sous-coter les concurrents tout en maintenant la rentabilité. Et ils se démarquèrent effectivement, juste pas de la manière qu'ils auraient pu espérer. L'incident devint viral dans le cercle d'alpinisme. Les forums de la base de données himalayenne et Explorers Web s'enflammèrent de débats. Certains appelèrent cela une réponse naturelle au système de permis bureaucratique du Népal qui échoue à faire correspondre l'offre et la demande. D'autres appelèrent cela une fraude systématique qui met en danger les équipes de secours et se moque des règlements d'alpinisme. Quoi qu'il en soit, une chose était claire. Le changement de permis de Summit Nepal franchit plus que de simples frontières administratives. Il franchit une ligne. Et ce qui suivit poussa cette ligne encore plus loin. Parce que les grimpeurs n'échangeaient pas seulement des permis, ils fabriquaient des sommets entiers. En octobre 2020, Johan Bergman publia des photographies de sommets sur Instagram, le montrant à 8091 mètres, debout sur ce qu'il prétendait être le vrai sommet de l'Annapurna, avec les drapeaux de prière distinctifs et les coordonnées GPS affichées. La plupart des grimpeurs tentant l'Annapurna cette saison avaient fait demi-tour en raison des conditions météorologiques sévères. Seulement 3 sommets réussis furent officiellement enregistrés. Bergman, lui, revendiquait le sommet numéro 4, seul, sans support Sherpa, dans une fenêtre météo que personne d'autre n'avait trouvée. Il posta des images montrant un ciel dégagé, un panorama de sommets himalayens et un horodatage du 17 octobre 2020. Des grimpeurs professionnels examinant les photos furent stupéfaits. Personne n'avait vu les conditions de sommet prétendues de Bergman correspondre au rapport météorologique de cette semaine. Et c'était là le problème. En 48 heures, des membres de la communauté d'alpinisme en ligne sur Reddit et Summit Post commencèrent une analyse forensique. Ils ne questionnèrent pas seulement le timing. Ils identifièrent que la photo de sommet de Bergman montrait des arrière-plans de montagnes incompatibles, vue réelle du sommet de l'Annapurna, des lectures de pression barométrique qui ne correspondaient pas à l'altitude revendiquée et, plus accablant encore, des métadonnées du fichier image montrant qu'elle fut prise à 7400 mètres, pas 8091 mètres.
Bergman avait atteint un faux sommet, une occurrence courante sur la ligne de crête complexe de l'Annapurna, mais le revendiqua comme le vrai sommet. Les responsables de l'association népalaise d'alpinisme certifièrent initialement son ascension et délivrèrent un certificat de sommet, procédure standard basée sur l'autodéclaration du grimpeur et les déclarations de l'officier de liaison. Mais l'officier de liaison de Bergman admit plus tard sous pression qu'il n'avait pas accompagné le grimpeur au sommet et s'était fié à l'appareil GPS et aux photographies de M. Bergman. Confronté aux preuves des métadonnées, Bergman publia une déclaration disant que son GPS avait dysfonctionné, qu'il croyait de bonne foi avoir atteint le vrai sommet. L'association népalaise d'alpinisme révoqua discrètement son certificat, mais ne prit aucune autre mesure disciplinaire. Aucune amende ne fut émise, aucune interdiction d'escalade imposée. Mais pour Bergman, il ne s'agissait pas d'erreurs honnêtes. Il s'agissait de prestige et de calendrier de sponsoring. Il avait obtenu un contrat de livre avec un éditeur allemand pour son voyage des 14 sommets, avec des paiements d'avance liés aux jalons d'achèvement. L'Annapurna était l'ascension la plus dangereuse restant sur sa liste. En la revendiquant, il pouvait pivoter vers les sommets plus faciles restants. Dans un monde où le club des 14 sommets accorde automatiquement des frais de conférence, des contrats de documentaires et des ambassadorats de marques outdoor, c'était sa manière de rester dans les temps. Et il attira effectivement l'attention, juste pas de la manière qu'il aurait pu espérer. L'incident devint viral. Les forums du club alpin allemand et la section commentaires Instagram de Bergman s'enflammèrent de débats. Certains appelèrent cela une erreur compréhensible dans la crête de sommet notoirement confuse de l'Annapurna, où de nombreux grimpeurs confondent les faux sommets. D'autres appelèrent cela une fraude délibérée par quelqu'un qui savait exactement où il était et choisit de mentir parce que l'avance du livre valait plus que l'intégrité. Quoi qu'il en soit, une chose était claire. Le faux sommet de Bergman franchit plus que 700 mètres de crête. Il franchit une ligne. Mais les grimpeurs ne falsifiaient pas seulement des sommets après coup. Ils manipulaient systématiquement tout le processus d'acclimatation, le fondement même qui sépare l'alpinisme du tourisme. En avril 2022, un groupe de 6 clients russes et émiratis arriva au camp de base de l'Annapurna après avoir passé seulement 9 jours au Népal, comparé aux 3-4 semaines traditionnelles que la plupart des équipes passent à s'acclimater. La plupart des grimpeurs présents en étaient à leur 2e ou 3e rotation vers des camps plus élevés, adaptant lentement leur corps à l'air raréfié. Ces 6-là, ils se déplaçaient directement du camp de base au camp de 6000 mètres lors de leur première rotation, s'étant préacclimatés dans des chambres hyperbares à Katmandou et ayant inhalé des traitements au gaz xénon conçus pour déclencher artificiellement des réponses d'adaptation à haute altitude. Ils portaient des bracelets de suivi fournis par Altitude Advantage Ltd et suivaient des protocoles médicaux stricts supervisés à distance. Des leaders d'expédition vétérans au camp de base furent stupéfaits. Personne n'avait vu des grimpeurs contourner les calendriers de rotation traditionnels si agressivement, tout en étant soutenus par les protocoles d'une compagnie médicale. Et c'était là le problème. Il n'existe aucune loi népalaise explicite interdisant la technologie de préacclimatation en altitude. Les règlements se concentrent sur les permis, l'adhésion aux routes et les ratios Sherpa-client, pas sur la manière dont les grimpeurs préparent leur corps. Altitude Advantage Ltd n'offrit pas seulement des suppléments ou des conseils d'entraînement. Ils fournirent un protocole médical systématique qui imitait des semaines d'acclimatation naturelle en quelques jours seulement, utilisant des gaz nobles et une manipulation de pression que les alpinistes traditionnels passèrent des décennies à développer naturellement. Les responsables de l'association népalaise d'alpinisme qualifièrent cela de techniquement légal, mais éthiquement questionnable. La Fédération internationale d'escalade et d'alpinisme, UIAA, émit une déclaration exprimant des préoccupations concernant les raccourcis technologiques qui peuvent augmenter le risque pour l'équipe de secours et saper les principes fondamentaux du sport. Mais aucun règlement ne fut changé, aucune interdiction émise. Le docteur Reinhardt défendit le protocole, déclarant « Nous utilisons simplement la science sportive de pointe pour réduire la souffrance inutile. Si le mal d'altitude peut être prévenu,
Pourquoi ne devrions-nous pas le prévenir? Mais pour Altitude Advantage Ltd, il ne s'agissait pas de réduire la souffrance. Il s'agissait d'expansion de marché. Les expéditions traditionnelles sur l'Annapurna nécessitent 6-8 semaines d'engagement total. Voyage, acclimatation, poussée au sommet, descente. Ce calendrier exclut les professionnels fortunés qui ne peuvent prendre que 2-3 semaines de congé. En réduisant le temps d'acclimatation de moitié, Altitude Advantage ouvrit le marché des 8000 mètres à une nouvelle démographie. Des clients pauvres en temps, riches en argent, qui pouvaient maintenant intégrer l'Annapurna dans un calendrier serré. Dans un monde où chaque barrière à l'entrée crée une exclusivité de marché, c'était leur manière de démocratiser l'alpinisme d'élite et d'en profiter. Et ils élargirent effectivement le marché, juste pas de la manière dont les grimpeurs traditionnels l'espéraient. L'incident devint viral dans les cercles d'éthique de l'alpinisme. Le journal alpin et les forums d'escalade comme ukclimbing.com s'enflammèrent de débats. Certains appelèrent cela un progrès inévitable, de la même manière que les Sherpas, l'oxygène supplémentaire et les prévisions météorologiques firent tous face à la résistance avant de devenir standard. D'autres appelèrent cela de la triche chimique, qui transforme l'alpinisme en jeu vidéo payant, où les clients riches mettent en danger les grimpeurs expérimentés en s'effondrant dans la zone de la mort. Quoi qu'il en soit, une chose était claire. Les protocoles d'Altitude Advantage franchirent plus que deux simples frontières médicales. Ils franchirent une ligne. Ce qui commença comme des cascades individuelles était maintenant une industrie systématique. Et pour de nombreux Sherpas, c'était plus dangereux que n'importe quelle avalanche. Pour les communautés Sherpa et Gurung vivant dans l'ombre de l'Annapurna, la montagne n'est pas qu'une montagne. C'est Annapurna Devi, la déesse des récoltes, la mère divine qui nourrit les vallées en contrebas. Pendant des siècles, les locaux exécutèrent des cérémonies de puja avant toute ascension, demandant la permission de marcher sur un sol sacré. L'escalade n'était jamais un droit, c'était un privilège accordé par la montagne elle-même. Mais à mesure que l'Annapurna est inondée de raccourcis en hélicoptère, de fraudes au permis, de faux sommets et de grimpeurs améliorés au gaz xénon traitant l'acclimatation comme une mise à jour logicielle gênante, de nombreux Sherpas disent que c'en est assez. En mars 2023, après une saison qui vit 2 urgences assistées par hélicoptères qui n'étaient pas des urgences, 3 cas de fraude au permis et un nombre record de clients non qualifiés nécessitant un sauvetage, le centre d'escalade de Khumbu et l'association Sherpa d'alpinisme ripostèrent publiquement. Plus de 40 Sherpas d'élite signèrent une lettre ouverte exigeant une application plus stricte des règlements existants, une vérification obligatoire des revendications de sommet par des officiers de liaison indépendants et des interdictions sur les protocoles commerciaux de préacclimatation qui gonflent artificiellement les capacités des clients au-delà de leurs véritables compétences d'alpinisme. Mingma Gyalje Sherpa, qui a atteint tous les 14 milliers, déclara sans détour « Ces gens pensent qu'ils peuvent acheter l'Annapurna. Ils achètent des permis, achètent des raccourcis, achètent des astuces médicales, mais ils ne peuvent pas acheter le respect. Et quand ils échouent, ce sont nos frères qui meurent en tentant de les sauver. » Certains Sherpas refusèrent même des contrats avec des compagnies connues pour utiliser les protocoles d'Altitude Advantage, choisissant un salaire plus bas avec des opérateurs éthiques, plutôt que des salaires plus élevés avec des expéditions moralement compromises. Ce n'était pas seulement une question de tradition, c'était une question de sécurité. Quand un grimpeur amélioré au gaz xénon s'effondre à 7500 mètres parce que son acclimatation artificiellement induite s'estompe plus vite que l'adaptation naturelle, ce n'est pas seulement son problème. Si un client sous-qualifié avec un permis frauduleux gèle dans la zone de la mort, cela met en danger toute l'équipe, y compris les Sherpas censés les sauver. Des Sherpas qui ne se sont pas inscrits pour sauver des touristes qui ont chimiquement contourné la sélection naturelle. Leur message était clair. L'Annapurna n'a pas besoin de plus de sommets Instagram, de plus d'épopées assistées par hélicoptère ou de plus de raccourcis pharmaceutiques. Elle a besoin de plus de respect.
Les associations Sherpa proposèrent une vérification obligatoire des sommets par suivi GPS indépendant, des bases de données publiques des actions disciplinaires et un examen formel des technologies de préacclimatation par la commission médicale de l'UIAA. Mais l'application reste lâche. Le département du tourisme du Népal, dépendant des revenus des permis d'escalade, a été lent à mettre en œuvre les réformes. Dans un monde obsédé par le plus rapide, le plus haut, le moins cher, les Sherpas posent la seule question que personne d'autre ne semble poser. Quel est l'intérêt d'atteindre le sommet si vous devez mentir, tricher ou vous altérer chimiquement pour y arriver? Ils louèrent des hélicoptères pour sauter la zone de la mort. Ils achetèrent des permis pour différentes montagnes et grimpèrent. L'Annapurna quand même. Ils fabriquèrent des photos de sommets avec des données GPS manipulées. Ils inhalèrent du gaz xénon pour pirater les protocoles d'acclimatation raffinés sur des générations. Des influenceurs français traitant les sommets de 8000 mètres comme des destinations de tours en hélicoptère, aux ingénieurs allemands fabriquant des sommets pour des contrats de livres. Des compagnies népalaises commettant une fraude systématique au permis, aux firmes médicales suisses vendant des raccourcis chimiques. Ces grimpeurs pensaient qu'ils pouvaient déjouer l'Annapurna. Mais l'Annapurna ne se soucie pas des abonnés Instagram, des avances de livres ou de combien d'argent vous avez dépensé dans des chambres hyperbares. La déesse des récoltes ne pardonne pas les raccourcis. Pour chaque tour en hélicoptère pris, la montagne garde le score et elle n'oublie jamais. Ce qui commença comme le test ultime de l'humanité en endurance, compétence et respect de la nature se transforme maintenant en un marché corrompu où les délais de sponsoring, les métriques des réseaux sociaux et l'amélioration pharmaceutique comptent plus que la véritable capacité d'alpinisme. Mais pour les Sherpas qui vivent sous l'ombre de l'Annapurna, qui prient vers elle avant chaque ascension, qui transportent les corps en bas quand les raccourcis échouent, rien de tout cela n'est du contenu. C'est un sol sacré vendu au plus offrant. Alors la prochaine fois que quelqu'un se vante d'avoir atteint le sommet de l'Annapurna en temps record, posez peut-être cette question. Ont-ils vraiment grimpé la montagne ou ont-ils simplement trouvé assez de failles pour prétendre l'avoir fait ?